Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Lorsqu'on veut changer de métier, la question qui se pose très rapidement, c'est comment est-ce que je vais financer ma reconversion ? Et si on vous disait qu'il est possible de se reconvertir en s'absentant de son poste actuel pour suivre une formation dont le coût peut être pris en charge, tout en continuant à percevoir son salaire ? Comment ? Grâce à Transition Pro Nouvelle-Aquitaine et notamment au dispositif PTP, Projet de Transition Professionnelle. Vous pourrez ainsi sécuriser votre reconversion et changer de métier en toute sérénité. Et ce n'est pas tout, le secteur de la formation évolue constamment et de nouveaux dispositifs vont voir le jour cette année pour faciliter les reconversions tout en répondant aux besoins en recrutement des entreprises. Et pour accompagner ces reconversions, Transition Pro Nouvelle-Aquitaine propose également une offre de services entièrement gratuite et adaptée avec des webinaires, des ateliers interactifs, des réunions d'information, des rendez-vous individuels selon la modalité qui vous convient, présentiel ou à distance. Alors que vous soyez salarié en phase de reconversion ou employeur, vous ne serez pas seul. Les équipes de Transition Pro Nouvelle-Aquitaine seront présentes pour vous aider et faciliter toutes vos démarches. Vous découvrirez bientôt ici le témoignage de Philippe de Transition Pro Nouvelle-Aquitaine et de Yannick, RH de la société Beneteau, qui nous expliqueront notamment les étapes de la mise en place de ces parcours de reconversion. Prenez dès maintenant contact avec Transition Pro Nouvelle-Aquitaine pour échanger sur votre projet professionnel et les possibilités de financement sur www.transition-pro-na.fr, rubrique Nos services. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Nadège. Après avoir travaillé dans le centre d'appel fondé par sa mère, Nadège a fondé Charlie et moi, une marque d'accessoires assortis pour chiens et pour maîtres. Nadège s'est lancée dans l'entrepreneuriat à 50 ans. À la fin de ses études, Nadège rejoint l'entreprise familiale fondée par sa mère, un centre d'appel. Elle travaillera en famille dans l'entreprise comptant une centaine de personnes pendant 28 ans. C'est lorsque sa propre fille fait ses vœux sur Parcoursup en terminale que Nadège découvre les formations en digital et qu'elle prend conscience qu'elle aussi, elle aimerait bien faire ce type d'études. Nadège se lance alors dans un diplôme de chef de projet digital à l'école Gobelin. Nadège a fondé Charlie et moi en mai 2023, une marque d'accessoires assortis pour chiens et pour maîtres, made in France et éco-responsable. Charlie et moi, ce sont des laisses, harnais, chouchous, bandanas, sacs de transport. Nadège sera présente au Paris Animal Show début mars à Paris et vous pouvez aussi commander en ligne sur son site internet. Alors avec Nadège, on a évoqué sa carrière dans l'entreprise familiale fondée par sa mère, le business en famille, sa reprise d'études avec des élèves de l'âge de sa fille, comment elle a financé sa marque grâce à un prêt d'honneur, les jugements sur son changement de vie à 50 ans et ses rêves pour Charlie et moi. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Nadège. Bonjour Nadège, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire Virose, merci, moi aussi, je suis ravie. Alors, est-ce que tu peux te présenter, peut-être nous dire où tu vis, quel âge tu as, si tu as des enfants ou autre? Oui, donc je m'appelle Nadège, j'ai 51 ans, j'ai 3 enfants, 2 chiens et 2 chats, et j'habite en région parisienne. Est-ce que ton chien s'appelle Charlie ou pas du tout? Alors mon chien actuel ne s'appelle pas Charlie, c'est mon premier chien qui s'est appelé Charlie, le premier chien que j'ai eu quand ma fille était toute petite. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais aujourd'hui rapidement? Bien sûr, on y reviendra en détail plus tard, mais peut-être tu peux faire une présentation rapide de ton métier actuel. Oui, alors j'ai créé en fait la marque Charlie et moi, qui est une marque d'accessoires pour animaux de compagnie et aujourd'hui en fait spécifiquement chiens, qui sont assortis à des accessoires pour maîtres. Et l'idée, en fait, c'était de renforcer en fait la complicité et l'amour en créant des choses qui étaient assorties, des accessoires qui étaient assortis.
Oui, alors c'est super sympa. Il y a par exemple des bandanas, des laces, des petits sacs avec les mêmes motifs, des chouchous pour les mettre. Je trouve vraiment l'idée super sympa. Et alors, t'étais pas du tout ni dans le domaine de la mode, ni dans le domaine des animaux avant. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as fait comme étude et puis ta première carrière? Oui, alors j'ai fait d'abord un DUT de gestion des entreprises. J'ai suivi ensuite avec une école de commerce. J'ai fait voilà des stages un petit peu dans la mode et mes fins d'études dans la mode. Et ensuite j'ai intégré l'entreprise familiale. Ma mère avait créé en fait ce qu'on appelait à l'époque une permanence téléphonique, donc pour les réservations de rendez-vous avec les médecins. Et elle voulait en fait créer un pôle dédié aux entreprises. Donc j'ai intégré l'entreprise et j'y suis restée pendant 25 ans. J'ai commencé en tant que téléopératrice sur des horaires décalés. Donc je travaillais de 6h à 14h, 14h, 22h. J'ai même travaillé la nuit. Au départ téléopératrice et puis après le pôle en fait dédié aux entreprises grandissant. J'étais superviseur, etc. Jusqu'à la direction opérationnelle du centre d'appel et de l'agence d'hôtesse. Et vous étiez combien dans ce centre d'appel? On a été jusqu'à 120. Ah 120 oui. personnes, ouais. Et c'était très riche. Enfin, j'y suis restée vraiment longtemps avec plein de choses à faire, etc. Après, le marché, en fait, a été un peu compliqué parce que bon, on en avait pas mal entendu parler. Il y avait beaucoup d'externalisation, etc. Ça a été un petit peu compliqué à la fin, mais ouais, une expérience hyper riche, très dense parce que en fait, on était ouvert 24 heures sur 24. Donc beaucoup de boulot, la nuit, le week-end, pendant les vacances. C'était très, 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 très intense. Et quand ta mère a commencé, vous avez commencé à combien? Toi, t'arrives au bout de combien de temps? Elle l'a créé en 84 et moi, je suis dû arriver dans les années 90, 95. Elle a commencé chez elle, en fait, dans son bureau. Et moi, je suis arrivée, bon, il y avait déjà, en fait, pas mal une structure, beaucoup dédiée, en fait, au médical. Et quand je suis arrivée, en fait, pour le service aux entreprises, on était une personne à répondre au téléphone tout le temps, mais c'était vraiment quelque chose qui commençait, en fait, le service aux entreprises. Et alors, comment ça se passait? Vous faisiez, en fait, vous rentriez des clients et vous faisiez leur service client, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, on faisait donc soit le service client, donc soit en fait on remplaçait le standard téléphonique, donc la journée de standard téléphonique, et on faisait aussi pour la nuit et le week-end la gestion d'appels d'astreinte. Donc les entreprises en fait qui avaient des astreintes parce que des produits techniques ou voilà, on répondait la nuit, on déclenchait en fait les techniciens pour qu'ils viennent intervenir en cas d'urgence. Ah oui, d'accord. Et ta mère, elle était entrepreneur? Comment elle en a eu l'idée? Alors, elle a commencé sa carrière dans une entreprise et quand elle a eu ma sœur, elle s'est arrêtée de bosser et elle a eu cette idée-là de créer cette permanence téléphonique. C'était vraiment le tout début. Ça émergeait. Elle avait été inspirée par cette activité-là qui existait à l'étranger, je crois. Ah ouais. C'est incroyable pour l'époque parce que on n'avait pas toute l'information qu'on a aujourd'hui, je trouve. Et puis, enfin, bon, c'est vrai qu'on n'a jamais eu personne dans le podcast qui a créé une centre d'appel, enfin une centrale d'appel. Donc ça, je pose pas mal de questions parce que c'est une super idée, je trouve, mais qui vient pas forcément naturellement en fait. Non. On va pas forcément avoir en première idée, je vais créer une centrale d'appel. Ouais, complètement. Et oui, vraiment, elle a commencé chez elle dans sa chambre. Il n'y avait pas toute la technologie qu'il y a aujourd'hui, donc c'était son téléphone, son papier, son crayon. Et c'est une super performance d'avoir créé en fait ça de chez elle et puis d'arriver maintenant, enfin à l'époque jusqu'à 120 personnes en fait dans l'entreprise. C'était une belle performance, une idée assez innovante en fait et qui a bien marché parce que voilà beaucoup de travail aussi de sa part, de structuration, etc. Mais ouais, c'était une belle idée qu'elle a su concrétiser et gérer jusqu'à il y a pas si longtemps que ça. Et alors, donc, vous avez travaillé ensemble pendant 28 ans. Ouais. Comment ça s'est passé? Alors, parce que je pense qu'un business familial, ça fait rêver beaucoup. Comment ça se passe au quotidien? Est-ce que c'est le rêve? Est-ce que c'est un peu compliqué? On dit, il y a certaines personnes qui disent faut jamais travailler en famille, d'autres pour qui, voilà, c'est le rêve absolu. Comment ça s'est passé pour toi? Moi, ça s'est hyper bien passé. Très peu d'engueulades, très peu de choses comme ça. C'était plus compliqué en fait pour l'environnement familial parce qu'évidemment, le week-end on en parle. Pour mes sœurs, c'était plus pénible, mais pour nous au quotidien, ça s'est plutôt bien passé.
Enfin, ça s'est très bien passé même. Donc, et au quotidien, c'était MPC au bureau et c'était maman, parce que ma mère s'appelle Marie-Pierre Calvérac. C'était maman en fait en dehors. Ce qui était difficile peut-être pour moi, c'était d'être vue comme la fille du patron. Bon, je suis arrivée toute jeune et en plus je faisais jeune, donc c'était plus compliqué en fait d'asseoir une crédibilité auprès des clients ou des gens qui bossaient avec nous. Après, en fait, au fil des années, quand j'ai commencé en fait à m'affirmer, ben, il y a certaines choses en fait où on voyait les choses différemment, etc. Mais ça s'est toujours bien passé. Je pense qu'on avait chacune aussi notre domaine d'activité parce que mon père travaillait dans l'entreprise aussi. On avait chacune notre domaine d'activité et je pense que c'est ça qui est important en fait dans les entreprises familiales, c'est que chacun en fait ait son domaine d'intervention pour pas se marcher dessus et qu'il y ait de la confiance en fait. Voilà. Moi, je dirais que c'est ce qui fait que ça marche et qu'on peut travailler en famille. Voilà. Chacun son domaine d'expertise et sa zone de responsabilité, en fait. Et alors, quel conseil ta mère t'a donné quand tu t'es lancée à ton tour dans l'entrepreneuriat? Parce que j'imagine elle avait le recul de pas mal d'années, d'une structure qui a explosé. Quel conseil elle t'a donné? Elle m'a pas vraiment donné de conseils. Elle m'a dit que c'était super, que j'avais raison, elle me soutenait, comme mon mari et toute la famille d'ailleurs. C'est vraiment génial. Pas forcément de conseils en fait. On est une famille où on n'est pas du genre à dire je t'aime, à dire j'ai confiance en toi, ou c'est des choses qu'on ressent parce qu'il y a énormément d'amour dans notre famille, mais c'est pas des choses en fait qu'on exprime forcément. Donc elle est à mes côtés, je le sais, quand j'ai un conseil je lui demande. Elle m'a dit bah, si je peux t'aider à quelque chose tu me dis. Et l'idée de Charlie en fait est venue avec ma fille aussi. C'était vraiment en fait la cascade. Mais voilà, pas forcément de conseils, juste bah vas-y, amuse-toi et prends des risques, ose, c'est comme ça que ça marche. Et toi, ça t'a donné envie parce que j'imagine que quand on a des parents entrepreneurs, je pense que c'est un peu qui tout double. Soit on se dit ah j'ai vraiment envie de faire comme lui ou comme elle, ou parfois on peut se dire oh il ou elle travaille énormément, c'est beaucoup de pression, je vais peut-être me tourner vers quelque chose de plus carré, plus cadré. Comment t'as ressenti ça toi? Bah, pendant un moment, il s'était posé la question de savoir si j'allais reprendre en fait l'entreprise. Et je me suis pas sentie. C'était une grosse structure. Je me suis pas sentie en fait de reprendre cette structure-là pour voilà plein de raisons. L'entreprise de ma mère, c'était vraiment effectivement son bébé. Donc elle y a consacré toute sa vie. Moi, je suis quelqu'un qui globalement bosse quand même beaucoup, donc là pour Charlie et moi, je bosse énormément. Mais les temps aussi ont changé et j'ai pas envie en fait de reproduire une partie, c'est-à-dire vraiment de s'y consacrer au détriment de tout le reste. Quoi. Même si en fait elle a préservé sa famille, on a toujours été très très bien, etc. Mais effectivement beaucoup de stress, etc. Et je sais qu'à un moment, là, je suis au début de l'aventure de Charlie. Je pense que ce qui sera important pour moi, en fait, dans l'évolution, dans la progression, ça sera de m'entourer aussi. Parce qu'elle a beaucoup été seule. En fait, elle avait un directeur commercial avec qui elle partageait beaucoup. Mais globalement, en fait, à la tête de cette entreprise et de cette grosse entreprise, elle était un peu seule. Moi, s'il y a quelque chose en fait que j'aimerais, c'est d'avoir des gens en fait qui m'accompagnent pour pas être seule justement. Voilà. Oui, c'est sûr que c'est important et puis c'est plus stimulant aussi de travailler en équipe. Et donc tu as fait ça pendant 28 ans et ensuite tu as repris tes études. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que c'est parce que l'entreprise fermait? Tu as eu le déclic? Comment ça s'est passé un peu pour toi le déclic de reprendre tes études? Alors effectivement, l'entreprise n'allait pas très bien. Moi, je commençais un petit peu à fatiguer parce que c'était un rythme en fait très très important. C'était 24, 7, etc. Et ma fille passe son bac et on doit lui chercher une école. Le fameux Parcoursup. Parcoursup, le casse-tête chinois. Et je lui dis, bah Marine, ce qui marche en fait, c'est le digital. Faut que tu t'orientes vers le digital, etc. Elle voulait être marketing com. Je lui dis ouais, quand même c'est bien. Et je commence en fait à regarder les programmes des écoles dans le digital. Et là, je me dis, mais les programmes sont super. Ça me plaît énormément. Bon, au final, on trouve un compromis avec ma fille qui me dit, mais maman, c'est une projection parce que moi, j'ai pas envie de faire ça. Donc, je dis, bon, écoute, tu vas faire une école, marketing, mais avec une spécialisation digitale quand même parce que tout va se passer là-dessus et qu'il faut absolument que tu sois formé. Mais moi, dans ma tête, en fait, je me dis, mais c'était quand même vachement bien. Moi, ça m'aurait beaucoup plu. Direction de projet digital, etc.
Ça fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête. Et puis l'entreprise va pas très bien. Et je me dis, mais moi j'ai fait ça toute ma vie. Je sais rien faire d'autre en fait. Au départ, je pensais à une formation de reconversion. En fait, il y en a quand même pas mal. Entre 1 et 6 mois, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis je creuse, je postule à des écoles, etc. Et puis il y en a une en fait qui me fait de l'œil. Je ne saurais même pas dire pourquoi. Je me suis dit, je veux aller au Gobelin. Et j'ai eu le choix en fait entre une école dans le digital, donc qui faisait en fait une formation pour des gens comme moi en reconversion, ou alors en fait reprendre des études avec des étudiants, donc des gens qui avaient l'âge de ma fille en fait. Après, c'était une des plus réputées, les Gobelins. Ouais, c'est ça. Et le programme me plaisait, le format me plaisait, enfin j'adorais. Donc me voilà, je passe le concours. À l'écrit, en fait, donc il y avait une épreuve écrite en état admissible et ensuite une épreuve orale. L'écrit, en fait, ça faisait 30 ans que je n'avais pas été à l'école, que j'avais pas fait un devoir, etc. Je regarde même pas les résultats. Même de t'asseoir à la table, j'imagine, ça a dû te faire bizarre. Même prendre un stylo, en fait, moi j'étais sur un ordinateur tout le temps, même écrire en fait un stylo. Et donc je regarde même pas en fait les résultats. Je me dis non, c'est mort, je l'aurai pas, etc. Et puis, je sais pas, 2 jours après, je dis bon, je vais quand même regarder les résultats. Et là, admissible. J'ai folle de joie. Je me dis ah c'est génial, etc. Je passe l'oral et j'ai été acceptée. Et comment tu l'as préparé comment tu t'es sentie à ce moment-là? Et puis comment tu as réussi à préparer ton dossier? Pour les Gobelins, Ouais. j'avais beaucoup préparé l'oral. L'écrit, en fait, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et je me suis conditionnée en fait. J'ai un peu lu, etc. Mais j'ai pas eu une préparation en fait intense. Je me suis dit bah je viens comme je suis, avec ce que je sais et ce que je ne sais pas. Puis on verra si ça se fait tant mieux. Et puis sinon bah je ferai un autre cursus quoi. Mais j'ai pas eu de préparation véritable pour ça. Et comment tu as fait un peu pour peut-être surpasser le côté bon, j'ai passé l'âge de faire ça, je vais être avec des gens plus jeunes. Même, j'imagine l'appréhension de passer l'oral parce que, voilà, quand t'es aussi, peut-être le jury était plus jeune que toi, je sais pas, mais comment t'as fait un petit peu pour, voilà, dépasser un peu toutes ces appréhensions qu'on peut avoir? J'ai déconnecté le cerveau. Je me suis dit, tu fonces. En fait, je me suis beaucoup posé de questions avant, c'est-à-dire où je me suis dit, est-ce que vraiment je suis à ma place en fait. J'avais 45 ans hein, quand je suis retournée du coup à l'école. Donc j'ai beaucoup en fait, je me suis posé beaucoup de questions avant en me disant, est-ce que en fait je fais un cursus où je vais être avec des gens de l'âge de ma fille, ou est-ce que solution un petit peu plus de confort, même si reprendre ses études à 45 ans, c'est pas du confort, mais un peu plus facile en fait de le faire avec des gens de mon âge. Et j'en ai parlé beaucoup autour de moi et à des jeunes notamment, à mon mari, etc. Et je me suis dit, bah, quitte en fait à reprendre ses études, bah autant le faire dans les conditions d'études en fait. Et j'avais le sentiment en fait ou l'intuition que j'apprendrais encore plus en fait. Et c'est ce qui a été le cas en fait. J'ai appris non seulement par cette formation, parce qu'en fait c'était dense, les interventions étaient de qualité, etc. Mais j'ai beaucoup appris de tous les élèves qui étaient avec moi. Énormément appris. Énormément appris. Et ça a été hyper dur. Au départ, les premiers cours, en fait, j'étais avec mon téléphone et je regardais chacun des termes qu'on utilisait dans le cours. Parce qu'en plus, c'était un monde complètement différent. C'était le digital. C'était pas du tout mon domaine, avec que des anglicismes et un environnement très, très spécial, en fait. Et donc, les premiers cours, j'avais le cerveau comme ça. J'étais avec mon téléphone. Et j'ai appris non seulement en fait de mon cursus scolaire, mais aussi en fait de tous les. J'ai eu un accueil hyper chaleureux de tout le monde. J'étais la maman de la classe et j'ai adoré être avec eux. Quand j'étais dans le centre d'appel, en fait, on disait, comme beaucoup d'entrepreneurs, cette jeune génération, on n'arrive pas à la gérer, ils en auraient rien à foutre. Enfin, c'est un état d'esprit qui était complètement différent. Ils s'en foutent, l'entreprise, ils s'en foutent, etc. Et cette année d'études, je les ai compris. J'ai dit, mais oui, en fait, j'ai été surprise, mais j'ai adoré passer cette année avec eux. J'ai trouvé ça absolument génial comme expérience. Moi, contrairement à eux, j'avais mes enfants. Je gardais quand même contact avec l'entreprise parce qu'il y a certains trucs sur lesquels je pouvais pas lâcher. Donc, quand je rentrais en fait des cours,
On avait beaucoup de travail personnel en fait à la maison, donc c'était un peu difficile de jongler, mais j'ai trouvé ça absolument génial. Et t'as l'impression qu'une année, ça, je veux dire, en termes d'apprentissage, tu t'es dit oui, une année, c'est bien, parce que parfois on peut se dire bon, ça peut être beaucoup, ou parfois on pourrait se dire on pourrait refaire un cycle de 3 ans. Comment tu as jaugé un peu une année? C'était court, c'était intense et court, mais je me voyais pas en fait refaire un parcours de 2 ans, 3 ans. À 45 ans, tu vois, ça, tu te dis les années quand même comptent. Et eux, c'est quelle année pour eux alors? Parce que eux, j'imagine qu'ils font 5 ans. Non, en fait, c'est une année. En fait, les élèves qui étaient là avaient déjà bossé un petit peu, et c'était en fait une année complémentaire pour eux après une première expérience professionnelle. Donc c'était en fait une année aussi. C'était pour tout le monde. Donc ils avaient tous bossé. C'était pas, ils sortaient pas du bac. Ils avaient tous un petit peu bossé dans des endroits un peu différents, donc dans le développement, dans le marketing, etc. Et ils reprenaient en fait cette année d'études. Mais voilà, je me voyais pas faire un cursus en plus de 3 ans. C'était pas envisageable pour moi. Et puis à la fin, en fait, j'ai fait un stage dans une start-up. Et du coup, ça m'a mis le pied à l'étrier pour rentrer dans ce domaine-là, en fait. Et donc après, oui, à la fin de tes études, tu as trouvé du travail tout de suite. Comment ça s'est passé? Ouais, j'ai fait un stage en fait chez Gochaba, donc une start-up RH qui propose une solution de recrutement en fait via les sciences cognitives. Et ensuite, en fait, après mon stage, ils m'ont gardé. Et j'y suis restée en fait jusqu'à ce que je me consacre 100% à Charlie. Et alors, comment ça s'est passé là-bas? Et puis, comment tu as eu l'idée ensuite de Charlie? Un peu, comment s'est fait la transition? Alors, au départ, en fait, j'arrive dans la start-up, même avec mon année d'études, je ne sais rien faire. Moi, je ne sais rien faire. Et bah, petit à petit, je vais apprendre un peu le métier, je vais faire un peu du X, je vais faire un peu de gestion de produits, en fait, product manager. J'ai été beaucoup aidée par mon responsable, en fait, direct, qui m'a pas mal aidée. J'ai beaucoup bossé. J'ai dû remettre en cause plein de choses avec les équipes dans mes méthodes de travail, etc. Mais petit à petit, en fait, j'ai passé 5 ans. Petit à petit, en fait, j'ai réussi à progresser, à apprendre tous les jours, et c'était hyper intéressant. Donc, tu faisais product manager? Ouais. Qu'est-ce que c'est comme métier? À quoi ça correspond? Qu'est-ce que tu faisais au quotidien? Alors, product manager, c'est un poste en fait qui un peu central en fait dans l'entreprise parce que on collecte en fait les besoins des clients, des prospects, etc. Et notre objectif en fait, c'est de déployer la stratégie en fait d'entreprise dans le développement du produit digital. Voilà. Et donc, on suit aussi en fait le développement en fait du produit. Voilà. Collecter en fait les besoins, voir s'ils correspondent à la stratégie ou pas, et ensuite les lancer en développement et suivre le développement. C'est assez complet comme job, et c'était très intéressant aussi. J'ai beaucoup aimé cette expérience aussi. Donc, tu as fait ça pendant 5 ans, Ouais. jusqu'à Charlie et moi. Alors, comment ça t'est venu, Charlie et moi? Comment t'en as eu l'idée? Alors, Charlie et moi, c'est initialement, en fait, bon, on a toujours eu des animaux. Ma fille a son chat, qu'elle habille un petit peu avec les petits bandanas, etc. Et à Noël, en fait, réunion de famille, on est chez mes beaux-parents, et ma belle-mère a son deuxième chihuahua. Et donc, on veut faire un petit cadeau de Noël qui en liaison en fait avec le chien, et on commence à chercher. On voulait un truc pratique. Ma belle-mère en fait est assez fait très attention à ses vêtements. Voilà, Coquette. elle est coquette, elle est raffinée. Tout est toujours bien coordonné, etc. dans ses tenues, avec des produits de qualité, etc. Et donc on voulait quelque chose d'un peu chouette qui corresponde en fait à voilà, qui soit un peu chouette, qui lui corresponde. Voilà. Et puis on regarde. Donc on était avec ma fille Marine, et tout ce qu'on voit en fait, on trouve ça pas beau. C'est soit ça vient de Chine, donc on se dit oh, ça va pas tenir, ou alors des choses qui étaient pas jolies en fait, et ou des trucs un peu chiens. Voilà, univers très chien, un peu pas cucu, parce que c'est pas cucu, mais voilà. En fait, il y avait rien qui correspondait. Et ma fille, qui était pour son chat en fait, qui était très au fait, elle me dit ouais, ça se fait beaucoup, les assortis, etc. Et là, on voit des déguisements en fait. C'est vraiment des déguisements pour les
en termes d'habits, en fait, taille suite, coloris, etc. Enfin, on se voyait pas du tout sortir avec ça. Et on se dit, bah tiens, ce serait quand même chouette d'avoir en fait des accessoires qui soient coordonnés et qui soient assortis, parce que c'est vrai que c'est chouette en fait. Nous, elle est tout le temps avec son chien, elle sort tout le temps avec son chien. Mais un peu chouette, un peu premium, sans aller dans les marques type Hermès où la laisse est à 700 euros, parce que, enfin, au cadeau de Noël, on n'avait pas 700 euros à mettre dans la laisse. Mais en fait, cet esprit-là, en fait, un esprit un peu plus jeune, mais qui soit tendance, quali, etc. Ça fait son bonhomme de chemin toujours dans la tête, etc. Je commence à me renseigner un petit peu et moi, dans le côté perso, en fait, en dehors de ma reconversion professionnelle, etc., j'avais essayé en fait des choses plus créatives en fait, parce que j'avais besoin de ça. Donc j'avais pris des cours de couture, j'avais fait une formation de design d'espace, j'avais fait une formation de paysagisme, j'ai refait mon jardin, etc. J'aime bien les études. Mais en fait, oui, et je l'avais pas fait pendant 28 ans, et le fait de me reconvertir m'a permis de me rendre compte comme c'est chouette d'apprendre. Comme c'est chouette d'apprendre. Et à chaque fois, en fait, du coup, dans mon milieu professionnel, mais aussi personnel, j'ai eu envie, en fait, d'apprendre de nouvelles choses et de nouveaux domaines et de faire des choses de mes mains pour créer. Voilà. Donc, j'avais ça, en fait, aussi en tête, un besoin une envie de créer, en fait. Voilà. Je me dis, bon, bah, on va tenter. On va tenter de faire quelque chose. Donc, je me renseigne, je vois qui peut fabriquer, parce que moi j'ai fait de la couture, mais c'était pas, je me sentais pas assez quali en fait pour pouvoir les vendre. Donc, je suis à la recherche. On recherche en fait des tissus, on se dit qu'est-ce qu'on voudrait faire, etc. Et on lance la première collection, qui était vraiment un test en fait au départ. Et donc tu l'as fait avec ta fille? Ouais, alors au départ en fait, je l'ai fait avec ma fille. Et puis elle a trouvé en fait, elle a trouvé un job à la fin de ses études. Et donc, elle se consacre maintenant à ses études. Et moi, je continue, Charlie, même si elle est un peu là quand même sur le truc, mais au quotidien, en fait, c'est beaucoup moi. Et alors, comment ça s'est passé? Parce que entre je vais lancer, et puis après, je dois trouver des gens pour les produire, investir de l'argent. Comment ça s'est passé un peu pour toi, le cheminement dans la tête? Et puis, comment tu as fait concrètement? Alors, le cheminement dans la tête, donc, au départ, en fait, c'est moi qui investis. Donc l'idée en fait c'était de faire en fait une toute petite collection avec quelques pièces, etc. pour voir ce que ça donnait. Tu t'es lancée en mai 2023 hein, Ouais, pour les auditeurs. Donc c'est assez récent, mais tu as quand même le recul de... Ça va bientôt faire 1 an, donc ouais, tu as quand même le recul un petit peu du lancement. oui. Et donc au départ en fait c'était une collection test entre guillemets. Je dis bah on met quelque chose en fait sur le marché, on fait un peu de pub, puis on voit si ça marche, quels sont les retours, etc. On a eu des super retours, les gens étaient contents, on a vendu, etc. Et juillet, août, plus rien à vendre. Ah ouais. Ouais, plus rien à vendre, donc bah, je stoppe la pub, je stoppe tout, et je me dis bah ok go en fait on va continuer en fait l'aventure. Donc j'ai demandé en fait un prêt bancaire. Je me suis fait aider par la région pour avoir un prêt d'honneur. Donc j'ai eu un prêt d'honneur et un prêt bancaire pour continuer l'aventure en fait et pour créer en fait la deuxième collection. Et pour avoir le prêt d'honneur, ça a aidé ton dossier, le fait que tu avais déjà lancé la première co? Parce que bon, c'est vrai que les invités parlent beaucoup de prêt d'honneur, mais concrètement, on ne sait pas vraiment comment ça se passe. Est-ce que c'est compliqué de faire le dossier? Est-ce que c'est pas mal de faire un petit lancement avant pour qu'ils aient déjà un petit retour de comment ça peut marcher? Je crois pas que ça ait joué. Ce qui joue en fait, c'est de pouvoir obtenir en fait le prêt bancaire, parce qu'en fait, c'est deux choses qui se font ensemble en fait. Et bah, voilà, d'avoir des gens qui croient en toi, qui croient au projet. Alors évidemment, c'est forcément mieux d'avoir des choses à montrer en fait, ça c'est sûr. Mais je pense aussi que les prêts d'honneur, c'est aussi uniquement sur des projets sans avoir de choses très concrètes. Il faut juste en fait avoir un business plan qui soit cohérent et qui tienne la route et avoir des gens qui croient en toi et au projet quoi. Et ça, il t'aide à monter ton... Oui, un super accompagnement. Il t'aide justement à structurer ton business plan, etc. Parce que moi, je savais pas faire. Vraiment une expérience super avec la région pour
pour le prêt d'honneur et l'aide en fait qu'on a. Toi, tu l'as fait avec la région Île-de-France? Je l'ai fait avec le Val d'Oise. J'habite dans le Val d'Oise et donc c'est eux qui m'ont accompagnée et franchement c'était vraiment chouette. Et quel est le délai à peu près ça met longtemps à peu près à monter son projet Ça a pas mis tellement de temps. Je pense que ça a pris 3 mois au total. Ah oui. Ça a été assez rapide pour monter le dossier, etc. Parce qu'on a des réunions en fait régulières. Tu as des réunions en fait où tu dois préparer des choses. Donc moi en fait je voulais faire les choses assez vite. Donc voilà, je faisais des réunions toutes les semaines et je bossais entre en fait pour être prête pour la prochaine et avancer comme ça. Donc ça dépend aussi en fait du temps que tu es capable d'y consacrer entre les rendez-vous pour avancer. Voilà. Ouais, ils avancent à ton rythme, il n'y a pas de délai. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais faire les choses vite. Je suis un peu pressée comme personne. Et du coup, bah, j'ai condensé au maximum en bossant, en fait, vraiment entre les rendez-vous, en fait. Ce sont de super conseils. Donc, tu n'as pas eu énormément d'investissement personnel finalement. Il y a eu un peu, parce qu'en fait, le prêt bancaire, j'ai pas eu tout ce que je voulais au départ. Donc, j'ai mis un petit peu de ma poche. Mais ça m'a énormément aidé. Si j'avais pas eu ça, j'aurais pas pu lancer, en fait. Et comment s'est passé le lancement? Ça a été facile pour toi de voilà trouver ou faire produire Bon, j'imagine que on a beaucoup d'auditeurs qui ont envie de lancer une marque ou de lancer une marque de mode, ça fait toujours rêver. Donc voilà, est-ce que c'est facile de trouver Comment ça s'est passé pour toi? C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il y avait 2 choses en fait, c'est que moi même si j'avais travaillé un petit peu dans la mode avant, j'avais pas le déroulé en fait de comment tu construis une collection parce que c'était quand même une collection. Et la particularité que c'est pas une collection avec des tailles standards 38-40 et avec des problématiques en fait liées aux morphologies etc. qui sont importantes. Donc il y a eu plusieurs axes en fait pour la création de la collection. Il y a eu l'axe en fait professionnel canin parce que je voyais beaucoup de choses en fait et je savais pas trop si c'était bien, pas bien, etc. Donc des interviews en fait avec des professionnels câlins pour faire vraiment en fait le harnais qui est bien, qui est adapté pour les animaux, etc. Et ça m'a donné un guide en fait sur ce que je voulais faire. C'était hyper important pour moi d'être respectueuse en fait du bien-être d'un animal, de pas le déguiser. En fait, on l'habille oui parce que il en a besoin en fait, notamment les manteaux, etc. Oui, il faut pas que ça soit inconfortable pour lui. Mais Ouais. pas que ce soit inconfortable et je voulais notamment les harnais parce que il y a beaucoup de choses en fait sur les harnais, on voit des choses très différentes, etc. Et donc j'avais vraiment envie de faire un modèle qui soit adapté et qui soit le plus confort possible en fait. Donc il y a eu cette partie-là en fait de recherche, d'interview, etc. pour mieux comprendre. Et puis il y a la partie en fait création pure, en fait comment on construit en fait un produit. Moi, je voulais, et notamment pour le trench, en fait, c'est le trench et le harnais, c'est les pièces les plus techniques entre guillemets. Oui, t'as un trench super mignon pour les chiens, ça fait très Burberry. Alors, en fait, on s'est complètement inspiré du trench pour humain. Et l'idée, c'était ça. Et donc, avec le déploiement, avec une styliste, une modéliste, etc. Et ça, je connaissais pas bien, donc j'ai un peu tâtonné. Mais je savais en fait ce que je voulais, je savais en tête. Donc, c'était en fait le processus. Du coup, j'ai pris pas mal de retard parce que ça se construit, t'as les premiers essayages, etc. Et puis des essayages avec des chiens qui sont complètement différents pour voir en fait si c'est ok. Mais voilà, en fait, au final, donc il y avait la conception et ensuite la dernière étape. Non, et alors l'autre étape en fait, c'est le choix des tissus. Moi, j'ai toujours adoré acheter des tissus. Là, je voulais en fait des tissus enfin, des matières premières en fait, qui soient quand même éco-responsables. Donc, en fait, j'utilise des stocks. J'avais pas fait sur la première collection parce que j'avais besoin de quelque chose de rapide, etc. Mais toutes les suivantes, en fait, c'était important pour moi de faire de l'upcycling, de valoriser les marques françaises, d'utiliser en fait des stocks. Voilà, donc j'utilise des tissus, etc. qui sont issus de stocks dormants, de grandes marques en fait de luxe. Ça c'était important pour moi. Donc beaucoup de temps en fait passé à choisir ça. Et faire produire, c'est facile même en petite quantité? Non, c'est pas facile en petite quantité. Moi, je voulais une fabrication française. C'est pas facile parce que en fait quand tu fais produire en petite quantité, bah, les prix de fabrication sont plus élevés. Donc en fait, tu as une fabrication française qui est chère et en petite quantité, c'est un peu plus élevé. Mais j'ai trouvé en fait des ateliers, notamment des ateliers d'insertion. Voilà, je trouvais que c'était chouette de faire travailler en fait des petits ateliers comme ça. C'était aussi important pour moi.
Oui, on avait reçu dans le podcast la fondatrice de La Textilerie à Paris, peut-être tu connais, qui travaille aussi avec à des ateliers d'insertion. Je me souviens plus du nom, mais elles travaillent ensemble. C'est vrai que c'est une bonne idée. Ouais, il y en a pas mal. Moi, j'ai travaillé jusque-là avec un atelier qui est dans les Yvelines. Tu sais, c'est ceux qui collectent en fait les habits qu'on voit un petit peu partout, le relais. Et en fait, ils ont monté un petit atelier. La difficulté, c'est toujours pareil, hein, en fait, c'est de faire fabriquer un petit peu de quantité en France et d'avoir un prix consommateur en fait qui reste en fait abordable. C'est toute la difficulté qu'on a affrontée en fait dans la fabrication française. Ta première collection a été sold out en quelques mois. Comment t'as fait pour trouver tes premiers clients? J'avais fait un peu de pub en fait sur Meta, donc Facebook, Insta. Ouais, ça marche bien? Ouais. Écoute, c'était pas mal. Et en fait, j'ai aussi vendu une partie dans une boutique en Italie. Parce que moi, ma mère est italienne, donc j'ai de la famille en fait en Italie. C'est ma tante en fait qui a une boutique en Italie. Et donc je lui ai vendu en fait une partie des pièces pour qu'elle vende dans sa boutique. Et voilà, c'était assez chouette. Les laits sont partis très vite, etc. Donc c'était une belle expérience aussi. Et c'était de voir dans sa boutique mes produits exposés. C'était chouette. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as pour projet d'ouvrir un pop-up, une boutique, peut-être avoir... Est-ce que tu as des points de vente déjà en physique ou c'est uniquement en ligne? Non, c'est uniquement en ligne aujourd'hui. Pour des raisons, en fait, c'est compliqué en fait d'avoir ma marge plus la marge d'une boutique aujourd'hui, en tout cas avec les quantités que je produis. Je pense oui en fait que c'est bien de pouvoir avoir des ventes en boutique, ne serait-ce que pour rencontrer en fait les clients en fait et voir quels sont leurs retours, c'est hyper important. Je l'ai fait en fait, j'ai fait des petits événements pour être au contact et les gens j'ai adoré. Et là je fais quelque chose de tout nouveau et j'ai tiré au sort des followers en fait, 2 followers Insta pour créer en fait un duo maître chien, donc des accessoires en duo et le faire en co-création avec elle. Ah, trop sympa. Donc on démarre en fait cette semaine la co-création. Je suis impatiente, donc je l'ai préparé, etc. Mais c'est la première expérience et j'aimerais bien en fait continuer ça. Je trouve que c'est chouette de pouvoir co-créer avec des gens. Et puis tout le monde a plein d'idées pour son chien, je pense. Pouvoir échanger, en fait, je trouve ça génial. Donc j'attends cette semaine de voir comment ça se passe et à quoi on va aboutir en fait toutes les trois. Donc au départ, je voulais une petite équipe parce que c'était la première fois, etc. Si c'est un succès, qu'on arrive à faire à sortir des pièces qui soient chouettes, originales, etc. Parce que ça c'est important pour moi en fait que de chez moi qu'on trouve pas des pièces qu'on peut acheter en Chine. C'est voilà. Donc j'ai fait des trucs, des choses assez originales. Et donc voilà, j'ai hâte. On fait notre première réunion mercredi et j'ai vraiment hâte de commencer ça avec elle. Ben, on a hâte de suivre en tout cas. Et alors, autre question, mais comment ça se passe un shooting avec des chiens? Parce que donc, tu as fait pas mal de shootings pour tes collections. Ouais. Comment ça s'est passé? J'imagine que tu dois avoir plein d'anecdotes. Globalement, écoute, ils sont très chouettes en fait. J'ai pas eu de chien en fait incontrôlable, etc. Ça s'est plutôt toujours super bien passé. Alors moi, je suis un peu gaga en fait de tous les chiens, donc à chaque fois, je les embrasse, les machins, et j'adore en fait. Je crois que les shootings, c'est vraiment des moments que j'adore parce que je les vois et je vois en fait la relation qu'ils ont avec le maître, tu vois, et on peut sentir ça et moi j'adore. Mais oui, alors des fois en fait au bout d'un moment ils en ont marre et il y a plus rien à en tirer et du coup on les laisse tranquilles. Pour le dernier shooting en fait j'avais fait moi-même en fait des petits gâteaux et ça marche du feu de Dieu. Ils m'adorent quand ils ont commencé à avoir une ou deux friandises. Et non, écoute, vraiment, je pense qu'il faut avoir plus de patience que quand tu es avec un mannequin humain qui comprend, etc. Donc forcément, c'est un petit peu différent. Mais j'adore ces moments. C'est fatigant, épuisant parce que il faut que tu sois concentré, etc. Enfin, c'est pas moi qui fais les photos, mais il faut que tu sois concentré pour prendre les bons accessoires, etc. Mais moi, j'adore. On n'en a pas beaucoup non plus en même temps. On en a 3, 4 maxi. Et puis c'est chacun son tour, donc les shootings se passent assez bien, quoi. Mais oui, non, c'est super. J'essaye de vraiment faire les shootings avec les duos, les vrais maîtres,
Les photos qu'il y a sur mon site, en fait, c'est une mannequin mais qui est venue avec son chien. Ouais, c'est trop mignon. Du coup, ça crée une complicité. En fait, c'est leur chien, ils l'aiment et donc ça transpose en fait dans les photos. C'est hyper important pour moi. Ouais, tu vois l'émotion. Ouais, c'était l'idée d'avoir des vrais duos. On est au début de Charlie et moi, mais ça serait quoi ton plus grand rêve pour Charlie et moi et puis peut-être aussi ton plus grand rêve professionnel? En fait, à très court terme, je vais faire une campagne de crowdfunding en mars-avril pour la nouvelle collection en fait qui va être en cure vegan, donc à base de pommes ou d'ananas. Je sais pas encore. Donc ça, c'est à très court terme. À long terme, j'aimerais pouvoir développer en fait ma collection, pouvoir faire en fait une gamme chat maison, parce qu'aujourd'hui en fait j'ai quelques pièces, mais j'aimerais bien en fait développer ça. Oui, t'as des coussins, j'ai vu. Ouais, c'est ça. L'idée, ça serait vraiment d'avoir sur mes collections en fait le bien vivre avec son animal à la maison, en balade, en vacances, etc. Oui, le panier assorti avec le coussin du canapé. Ouais, c'est ça. Des éléments qui soient en fait des pièces de déco à part entière. Et les rêves les plus fous et les plus chouettes, ce serait d'avoir mon propre atelier de confection pour être entourée en fait de gens qui travaillent, qui fabriquent, etc. Parce que moi j'ai cette appétence en fait pour un bout de tissu, tu le vois transformer, je trouve ça tellement chouette. J'aimerais bien en fait avoir mon atelier et réseau de distribution dans les concept stores, dans les voilà. Après peut-être une boutique en propre, mais bon pour l'instant c'est vraiment en fait un autre métier, le retail. Et pour l'instant, j'ai vraiment envie de me consacrer sur la créa et sur la conception. Moi, c'est plus ça, en fait, qui m'intéresse aujourd'hui. Donc voilà, mon atelier, ce serait top. On l'a un peu abordé, mais comment tu t'es sentie de te lancer dans l'entrepreneuriat à 50 ans? J'imagine que tu as dû avoir un peu aussi des a priori, peut-être, toi-même, et puis peut-être, je sais pas, des gens que tu rencontrais. Voilà, on a aussi des auditeurs qui ont 50 ans, qui ont envie d'avoir une nouvelle vie. Et comment tu as vécu un petit peu ça, le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat à 50 ans? Grosse flip. Peur que ça marche pas, peur que je me plante, peur de m'être endettée et d'endetter la famille aussi. J'ai la chance d'avoir un mari en fait qui me soutient à fond. Donc ça, c'est en fait c'est vraiment une grande aide. Donc ouais, cette crainte, je pense que elle est normale. Et puis après, il faut la dépasser un petit peu et arrêter d'avoir le syndrome de l'imposteur. J'ai eu toute ma vie en me disant bah non, je peux y arriver. Et si je sais pas tout faire, parce qu'en fait dans une entreprise t'as plein de domaines différents et c'est impossible en fait de savoir tout faire. Bah c'est de prendre des conseils beaucoup, de s'entourer même si c'est pas dans l'entreprise, mais en fait de discuter beaucoup avec plein de gens en fait qui te nourrissent et qui te confortent. Voilà. Ce qui était difficile au début, c'est que quand tu lis un petit peu ce que tu fais, je marque ma marque d'accessoires pour chiens et tout, la première réaction des gens que tu as en face, c'est de rigoler. C'est toujours la même réaction. Ils se disent, oh, elle a pété un câble à 50 ans, quoi. Ouais. Et donc, c'est de se dire, c'est plaisant, c'est esthétique, ça peut paraître futile, mais néanmoins, ça répond à une tendance, à un besoin en fait de bien vivre avec son animal, d'être en symbiose, de s'en occuper, etc. Donc voilà, c'était la peur en fait qui est venue un peu après pour moi. Je suis un peu en décalage, donc début, je fonce à fond, je fais mon site, etc. C'est moi qui ai fait le site. Après la phase où quand tu commences à avoir un peu d'argent en fait, donc prêt bancaire, prêt d'honneur, tu te dis oula, là maintenant, je fais plus joujou. Donc peur, mais tu fonces en fait. Tu te dis c'est ma vie. Moi, j'ai justement 51 ans et j'ai pas envie que ma fin de carrière, en fait, ce soit les autres qui décident à ma place. Parce que aujourd'hui, dans les entreprises, on a beau dire, il y a toutes des campagnes sur les seniors, en fait, en entreprise, etc. Dans la réalité, enfin, moi, de ce que je vois, mes amis, etc., c'est majoritairement pas faire le cas. Pas le cas, en fait. T'es en fin de carrière, hein, donc t'es plutôt tendance à descendre. Et moi, j'avais pas envie de ça. J'avais envie de me dire, moi, je suis responsable en fait de ma vie future. Je veux m'assurer mon job. Je veux faire un truc qui me plaît, dans lequel je m'amuse, parce que je m'amuse, et ça me fait plaisir. Et voilà. Et faut dépasser un petit peu ces peurs. Et si on n'ose pas, en fait, on n'avance pas non plus.
Si j'avais pas osé reprendre mes études, j'aurais pas eu toute cette vie-là, tout ce que j'ai vécu de super. Aujourd'hui, je suis hyper contente, même si ça a été difficile. Et Charlie, je sais que Charlie et moi, ça sera difficile, mais je sais que je vais apprendre encore énormément de choses et je vais me dépasser, je vais sortir de ma zone de confort Oui, c'est hyper enrichissant. et c'est enrichissant et je fais quelque chose qui me plaît, qui a du sens en fait pour moi. J'avais besoin de cet accomplissement personnel, voilà. Oui, t'as un peu le truc de dire, bon, c'est maintenant ou jamais un peu. Ouais, c'est ça. Si je le fais pas aujourd'hui, alors oui, bien sûr, j'aurais préféré le faire il y a 10 ans. Bon, il n'y a pas de bon moment, je pense, parce que avant, tes enfants sont plus jeunes, donc c'est aussi compliqué. Donc, je pense qu'il n'y a jamais de bon moment finalement. C'est ça. C'est ça. Quand mes enfants étaient petits, moi, j'ai une grande de 23 ans et j'en ai deux autres qui ont 1 an d'écart. Donc, il y a eu à un moment un espèce de tunnel, en fait, dans ma vie où c'était l'éducation des enfants. Ils étaient petits, on faisait la maison. Enfin, voilà. Il n'y avait pas de place, en fait, pour mon accomplissement personnel. C'est en fait avec la reprise d'études, avec l'ouverture, en fait, et cet apprentissage dont on parlait tout à l'heure, et les formations personnelles, en fait, que j'ai faites. Et ça t'amène, en fait, à dire, maintenant, je fais ce que j'ai envie, quoi. J'ai pas envie de me retrouver au chômage à 55 ans. Et compter les années, ouais. Et compter les années. Donc, voilà, j'avais envie de moi être même maître, en fait, de mon avenir professionnel, même si c'est bizarre de dire ça à mon âge peut-être, mais si, j'ai le droit à avoir un avenir professionnel. 50 ans maintenant, c'est encore jeune. C'est un peu la charnière où les entreprises pensent que tu es un peu en fin de carrière, mais en même temps, toi, tu as encore beaucoup à donner. Donc, c'est pour ça aussi que je posais la question. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Qu'on m'ait donné. Fonce. Vas-y, crois en toi et fonce, fais ce qui te plaît. C'est ça, c'est mon mari en fait qui m'a dit ça. Et voilà, et il m'a dit on fera les efforts qu'il faut s'il y a besoin, mais si tu crois en fait, crois en toi et vas-y, fonce. Donc j'ai foncé. Bon, en tout cas, ça fait plaisir à voir parce que ça se voit que tu es hyper heureuse aujourd'hui dans ta carrière. Donc, Ouais, complètement. je pense que ça va donner aux auditeurs envie de se lancer à leur tour et d'oser. Un grand merci, Nadège. Donc, je mettrai les liens de Charlie et moi pour les auditeurs qui voudraient aller voir tes collections. Un grand merci pour tout ce que tu as partagé. Merci beaucoup, Claire Rose. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.